Sans éducation familiale, sociale, citoyenne ou religieuse, serions-nous des êtres totalement amoraux? Est-ce que la morale, l'idée de bien et de mal, le sens du devoir, n'est pas ce qui nous différencie de l'animal? Est-ce que le sens moral n'est pas un attribut essentiel de l'être humain? Oui, répond Platon, et notre idée du bien et du mal vient de quelque chose qui est encore et spécifiquement humain, la raison. Souvenez-vous de la caverne. Pour Platon, nous avons a priori, de manière innée, en nous, les idées, avec un I majuscule, les idées d'arbre, de triangle, de bien, de mal, de justice, de vérité. Et c'est lorsque nous voyons dans la réalité une action, que nous la reconnaissons pour bonne, que nous faisons appel à ce moment-là au souvenir de cette idée de bien et de mal enfouie. La source de notre morale, la source de notre sens du devoir, serait donc pour Platon la raison, notre raison. Mais en amont, c'est quelque chose de totalement universel, puisque ce monde des idées, c'est un monde a priori, un monde transcendant, qui quelque part rappelle fort Dieu. Rousseau nous dit, lui, que la morale chez l'homme est quelque chose de naturel. Souvenez-vous, il affirme que l'homme naît naturellement bon et que, par la suite, c'est la société qui le pervertit. Pour Rousseau, c'est naturellement que nous n'allons pas faire de mal à autrui. Parce que, dit-il, nous souffrons de la douleur d'autrui. C'est le sentiment qu'il nomme la pitié et que nous appellerions aujourd'hui la compassion. Dans ce texte, il nous explique que la pitié est le sentiment qui exprime la morale. Pas de rationalité là-dedans, simplement du sentiment. Il dit que nous avons en nous un sentiment inné qui nous porte à aller au secours de celui qui souffre et qui nous porte à ne pas faire supporter à autrui ce que nous ne voudrions pas que l'on nous fasse. Mais peut-on réellement bâtir la règle morale sur un sentiment? Un sentiment, ça reste cependant très personnel. Et l'histoire ne manque pas d'exemples d'êtres humains qui n'ont pas du tout été touchés par la pitié telle que l'a décrit Rousseau et qui ne souffraient pas du tout de la souffrance qu'ils voyaient ou même qu'ils infligeaient eux-mêmes à autrui. Toutes les discussions, toutes les réflexions, toutes les théories sur l'origine de la morale ne nous disent pas ce que nous devons faire, ne nous disent pas comment nous devons vivre, ne nous disent pas si ce que nous choisissons est le bien. Or, tous les jours, nous devons choisir. Tous les jours, de fait, nous choisissons ce qui pour nous est bien et ce qui pour nous est mal. Deux philosophes me paraissent pouvoir nous aider dans ces choix, nous aider à vivre, nous aider à agir, avec un critère simple finalement pour trier le bien du mal. Il s'agit de Kant et de Sartre. Kant nous donne une règle qu'il appelle catégorique puisque cette règle s'appelle l'impératif catégorique. Celle que nous devons absolument observer. Il nous dit « Agis toujours de telle manière que la maxime, que la règle de ton action puisse être érigée en loi, en règle universelle. » Je vous ai dit que c'était simple, et vous allez voir. Ça signifie que, par exemple, vous mentez, vous demandez si c'est bien de mentir dans un certain cas, par exemple le voisin juif. Kant vous dit, est-ce qu'on peut ériger la règle de ton action, c'est-à-dire il est possible de mentir, le mensonge est autorisé, c'est ce qui va régler votre action si vous mentez. Est-ce qu'il est possible d'ériger cette règle en loi universelle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut universaliser la possibilité du mensonge? Il n'y a pas de morale là-dedans au sens classique du terme. Il n'y a que de la logique, du rationnel.
On ne peut pas universaliser le mensonge. Parce qu'une société où le mensonge est généralisé ne fonctionne plus. Il n'y a plus de société. Tout le monde ment à tout le monde trompe tout le monde. On ne peut faire confiance à personne. C'est impossible. Donc, pour Kant, ça n'est pas moral. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mentir. Il est interdit en toutes circonstances de mentir. En toutes circonstances, pourquoi? Parce qu'il ne s'intéresse pas du tout au contenu de l'action, ni aux résultats de votre action, aux conséquences. Il ne s'intéresse qu'à la règle de cette action et à la possibilité qu'elle soit universalisable. Reprenons le même exemple avec le vol. Est-ce qu'on peut, dans un certain cas, je meurs de faim, je vole, bon, je peux penser que c'est justifié. Kant dit en aucun cas, parce que le vol ne peut pas être une règle universelle. Sinon, il n'y a plus non plus de société. De la même façon, le meurtre ne peut pas être dans aucun cas acceptable, puisque le meurtre ne peut pas être universalisable. Donc c'est très simple, c'est une règle quasiment arithmétique. Si ce que vous faites ne peut pas être donné comme une permission, comme une loi universelle, c'est mal, ne le faites pas. Pour Sartre, aucune valeur ne préexiste à nos choix. Il n'y a pas dans une sorte de ciel intelligible, le beau, le bien, le juste, le vrai, qui serait donné soit par un dieu, soit par une morale humaine, telle la morale des droits de l'homme, par exemple. Chaque fois que nous faisons un choix, nous le faisons en totale liberté et nous ne pouvons pas nous référer à une règle morale qui nous préexisterait. Vous allez retrouver cela largement développé dans le cours sur la liberté. Pour autant, s'il n'existe plus de bien et de mal définis, est-ce que la morale de Sartre est une morale totalement irresponsable? Bien au contraire, c'est une morale de totale responsabilité. Vous ne pouvez pas trouver d'excuses à votre geste, vous ne pouvez pas trouver d'explication à vos choix autres que votre propre liberté. Et dit-il, lorsque vous choisissez de faire A ou B, vous choisissez non seulement pour vous, mais en même temps, vous choisissez pour toute l'humanité. C'est une notion un peu plus difficile à comprendre. Si on pose la question, qui se trouve être un sujet de bac, existe-t-il des actes inhumains? La réponse de Sartre sera non. Tout acte qui a été fait par un être humain est un acte humain. C'est-à-dire que le jour où des êtres humains ont décidé de faire des camps de concentration et de brûler des gens dans des fours, cet acte-là, cette possibilité-là de cet acte, a fait partie, à ce moment-là, de la définition de l'humanité. Chacun de nos choix nous fait définir ce qu'est l'être humain. Nous avons donc sur nos épaules le poids important de l'identité de l'humanité. Je vous laisse méditer sur ces quelques sujets d'annales en espérant que ce cours vous aidera à y répondre.